Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je suis Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Mario, comment vas-tu? T'as l'air détendu. Ah, très détendu. C'est l'automne? C'est l'automne, puis comme je Tu ramasses des feuilles? Pas vraiment. Mettons que j'étais ici. Ça arrive des fois, là, on a des périodes où on est moins dans l'informatique. Là, c'est ça, j'enregistre le podcast, mais je suis pas trop dans mes affaires d'informatique de ce temps-ci. Ah. C'est correct. C'est fait du bien prendre une petite pause. Il faut lâcher de temps en temps. Ça fait du bien au petit cerveau, là. Ouais. Donc, on s'aère les neurones, comme on dit. Puis, on vient plus en forme, puis on est prêt à écrire un nouveau livre aussi. J'ai déjà donné. Bon, on sait jamais. Je peux pas, tu sais, on peut pas juste dire, on peut jamais dire, Fontaine, je ne mourrai pas de ton eau. Mais, ça fait pas partie de mes projets à court terme. Hey, nous, on va se préparer tranquillement pour aller au Summit chez Microsoft à Seattle. Ouais, parce que c'est nouveau, parce qu'absolument, tous les ans, c'était plus au mois de mars. Ben, il y en avait un par année, ou c'est ça, février, mars, quelque chose comme ça, là, c'est ça. Puis là, maintenant, à cause de la nouvelle façon que Microsoft publie, ou en tout cas lance leurs versions de produits, c'est beaucoup mieux pour eux autres de le faire à l'automne. Donc, fait que là, c'est notre deuxième cette année. Oui, c'est ça. On a quasiment deux en même année, mais ça va prendre un autre 12 mois maintenant. Oui, après ça, non. Ouais. Donc, on s'en va là, à Seattle, on va se voir les équipes de Microsoft. Puis moi, je pense une semaine après... Une ou 2 semaines après, je m'en vais à Vancouver. Je retourne à Vancouver pour DevTeach. Ouais, toi aussi? Ben oui. Ah, oui. Moi, je vais amener mes 2 filles à Vancouver. OK. Ah, écoute, là, ça fait 2 mois là, qu'ils essaient de me convaincre. Dire, papa, regarde, 3 jours d'école, c'est pas grave. Regarde nos notes, comment ça va bien à l'école et tout. Parce qu'eux autres, là, ils veulent comme découvrir Vancouver. Ils sont dans le mode, tu sais, visiter des villes, c'est cool. Là. Ils ont 13 ans, 15 ans, là, ils arrivent là. Donc, quand ils étaient plus jeunes, c'est autre chose. Là. C'était plus d'autres genres de voyage. Non, mais c'est le fun, là, ça vienne aussi d'eux. Ouais, là, ils ont presque... En tout cas, ils sont rendus à 96%. Faut pas que je le dise publiquement, là, mais écoute, je viens de recevoir leur note d'école. Ça a tout augmenté. Donc, en tout cas, ils travaillent fort pour partir pour aller à Vancouver. Pour aller avec papa. Ça va faire différent. Écoute, c'est la première fois que je vais vraiment voyager avec mes filles quand je vais faire une conférence. Là, j'ai beau leur expliquer, je dis là, papa va être occupé, là, tu sais, j'ai des choses à faire, là, vous me verrez pas. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Nous, on va aller visiter. Puis on veut être partout. Ben, tu vois, attendez, là. Mais tu sais, c'est Vancouver. Notre téléphone va marcher. Notre la couverture. On peut t'appeler n'importe quand. Ils sont wise, hein? Ah, écoute, ils ont bien appris. En tout cas, ils ont bien analysé tout leur argumentaire. Hey, en parlant de voyageurs puis de voyage, on a un grand voyageur avec nous. On a été chanceux de l'accrocher au passage ici à Montréal. C'est fou! Ben oui. Frédéric Harper. Ben bonjour. Salut Fred. Salut. Ouais. Ça va bien? Très bien. Ouais. Écoute, on dit ça parce que, tu as un nouveau rôle. Maintenant, tu es avec la Fondation Mozilla. C'est comme ça qu'on l'appelle? Oui. Puis, je t'en glissé un mot avant ton travail. Contrairement à quand t'as été pendant 3-4 années chez Microsoft. Un peu moins, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui. Mais t'étais évangéliste chez Microsoft, mais tu couvrais le Canada, puis principalement la côte, dans toute la zone est du Canada. Oui. Et là, maintenant, ton terrain de jeu, il est vraiment planétaire. Mon terrain de jeu a changé beaucoup parce que, comme tu dis, chez Microsoft, on était, si je me trompe pas, 7 ou 8, une équipe de 7 ou 8 évangélistes, mais on couvrait le Canada. C'est sûr que je couvrais un peu plus l'Est parce que j'étais le seul francophone de l'équipe, mais j'allais quand même jusqu'à Vancouver. Mais là, on est à peu près le même nombre de personnes, sauf que notre équipe d'évangélistes couvre le monde. Fait que c'est assez intéressant. Donc là, tu promènes, tu vas en Pologne, là, tu me dis ça va la semaine prochaine au Mexique. Oui, je pars ce jeudi, dans le fond. Cette semaine, je m'en vais au Mexique, donc j'étais en Belgique il y a 2 semaines, il y a un mois, j'étais en Pologne. Écoute, suivre Fred là, sur Twitter ou Facebook, là, c'est faire le tour du monde. Ouais. Je te jure. C'est lui qui fait le tour du monde, c'est pas nous autres. Oui, mais non, mais c'est le fun. C'est le fun parce que tu prends beaucoup de photos.
Oui, ben j'essaie de prendre des photos, puis je harcèle les gens avec Foursquare, mais je le fais maintenant en voyageant parce que ça permet aux gens de savoir quel peut-être bon restaurant j'ai été ou quels les monuments ou là j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es rendu dans le mode que quand tu vas dans un bon restaurant, tu prends une photo de ton plat, puis là tu l'envoies à ta femme, juste dire regarde ce que je mange, juste parce que ou t'es vraiment t'es pas encore assez foodies pour ça ou... Des fois, ben j'ai un petit côté foodies. Je pense pas que j'ai un petit côté snob de nourriture, non. Mais j'aime bien manger. Et des fois c'est plus pour taquiner un peu. Ben oui, regarde le bon steak avec la bonne petite bouteille de vin. Je me suis pris à soir et oui non je peux taquiner. Je suis assez bon pour ça. Là quand tu reviens, là, faut que tu te fasses pardonner. Oui effectivement. Ça te coûte un gros lunch. Écoute, la formule d'émission, tu la connais, c'est pas la première fois que tu fais une émission avec nous. Non, c'est toujours. Deuxième fois, je pense. Okay. Ouais, donc, au début, tu sais, on va essayer d'aider nos auditeurs qui n'auraient pas la chance de te connaître un peu mieux. Donc, on va brosser ton portrait, ta bio. On a déjà commencé, sans le vouloir. Puis, on va parler aujourd'hui de Firefox OS, le système d'exploitation Firefox. Firefox. Comment qu'on dirait ça en face? Le système d'exploitation du renard de feu. Du renard de feu. Ou du renard qui a le feu ou en tout cas. Mais tout le monde, Firefox, c'est assez connu. Donc, puis là, on va expliquer là, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire d'OS là, pour ceux qui seraient peut-être moins au courant. Mais ben écoute, on a déjà dit que tu étais pendant presque 3 ans de temps chez Microsoft. C'était ton dernier emploi. Tu as changé cet été. Donc, oui. Tu t'es joint à la fondation Mozilla quelque part en juin. En juillet, oui. C'est assez récent. Donc, ça fait 3 mois que je suis chez Mozilla. Puis moi, j'ai trouvé le parcours que tu as fait intéressant parce que c'est quoi, fin avril, le moment où tu as annoncé, tu dis, écoutez, là, moi, j'ai décidé que je voulais du changement. Donc, j'ai donné ma démission chez Microsoft. J'ai dit, moi, je quitte. Puis là, vous avez fait une entente en disant, mais ça fallait que quand même, c'est bien quitter puis pas laisser des ponts brisés derrière nous. Effectivement, je voulais absolument pas briser. Le temps que ça se termine correctement, t'étais comme rendu en juin, je pense. Oui. Mais tu sais, puis beaucoup de monde dit, ben là, c'est sûr qu'il y a déjà quelque chose, là. Puis c'était, non, j'ai rien, là. Je vais trouver. Ça, effectivement, t'as trouvé, là, ça a pas été... C'était un peu prétentieux comme départ, mais je crois énormément à la force du réseau et je me dis que si j'ai fait une bonne job les 3 dernières années dans mon rôle d'évangéliste, un rôle comme ça que je cherchais, ben les gens ont dû un peu entendre parler de moi ou un peu voir que ce que je fais, je le fais de manière professionnelle, ou du moins j'espère, et que j'espère bien le faire. Donc, comme je dis, c'était un peu prétentieux, mais je me dis, j'ai besoin de changement, ça répond plus à mes besoins, j'ai besoin de quelque chose d'autre, puis voyons ce qui s'offre à moi, et j'ai été assez chanceux, là, j'ai eu des offres, j'ai eu le luxe de choisir où je m'en allais après. Excellent. Puis, donc, ça fait plus d'une dizaine d'années que tu fais principalement du développement web. Oui. T'es pas un gars qui a fait du développement là, de clients lourds sur des PC, des choses comme ça. J'en ai fait un peu au début. Chose intéressante, c'est qu'au début de ma carrière, je voulais absolument rien savoir du web. Au début, quand j'étais à l'école, quand je suis sorti de l'école, moi, c'était dans les années folles de Java, là, où tout le monde voulait faire du Java. Et je suis sorti, je veux faire du Java, du standalone sur le PC. Je parlais pas de web, je parlais pas d'applet. Et je voulais rien savoir. Puis à un moment donné, tranquillement, je me suis intéressé au web. Vite. Et j'ai changé mon fusil d'épaule. Puis là, je me suis ramassé du côté très web, très mobile là, de la technologie. Tout à fait. Puis, les 3 ans où tu étais chez Microsoft, c'était principalement ce domaine-là que tu t'occupais aussi, de tout ce qui était orienté web. Oui, tout ce qui était web, mobilité. Dans le fond, tout ce qui était HTML5 aussi, qui était pas mal mon dada, mais aussi tout ce qui était open source, qui était pas nécessairement... Tu sais que c'était intéressant parce que nous, le mois prochain, on va enregistrer un podcast avec Olivier Bloch, qui s'occupe maintenant de MS OpenTech chez Microsoft. Oui. Donc, on va parler justement du nouveau positionnement de Microsoft par rapport au open source, mais qui est pas si nouveau que ça, parce que toi, tu étais déjà dedans depuis un bout de temps. C'est juste que là, pour l'industrie en règle générale, avec la mise sur pied de cette nouvelle filiale-là, c'était comme un signal très clair que Microsoft prenne ça au sérieux aussi. Ben oui, c'est un an et demi à peu près, où le Microsoft a fait, ils ont incorporé une autre entreprise, Microsoft Open Technology Inc., qui, leur travail est que de faire l'open source à l'intérieur de Microsoft, mais aussi à l'extérieur de Microsoft. Donc là, c'était vraiment, comme tu disais, c'était vraiment juste le mot statement, là, mais c'était un statement très important. C'était un énoncé merci. puissant. Merci. Mais il n'y a pas...
Bon, c'est sûr qu'il y a des entreprises là, comme les Apple, tout ça, qui ont peut-être pas adopté tant que ça, mais il y a beaucoup d'organisations à adopter. Et Mozilla, il n'existe que par l'open source. Que par l'open source. Oui. Mais ça va être intéressant de discuter, vu que tu as été dans une organisation qui était peut-être moins open source, Microsoft, en tout cas, c'était moins vu, puis là, tu es vraiment... Donc, on pourra discuter de ça un peu plus tard. Super. Nous, on prend juste 2 petites secondes, on fait la petite pause, puis on revient avec l'entrevue. Frédéric, Firefox OS. Pour quelqu'un qui a aucune idée c'est quoi, là, c'est un système d'exploitation. Oui. Hein, c'est maudit. Oui, puis c'est un système d'exploitation qui est à la base pour donner une alternative aux gens qui sont avec des feature phones. Donc, qui est pas un téléphone mobile juste téléphone, qui est pas non plus ce qu'on appelle un téléphone intelligent, un smartphone. Donc, il est comme un peu entre les deux. Et c'est vraiment feature phone. Un feature phone. Donc, un téléphone avec des fonctionnalités. Oui, c'est un téléphone qui a des fonctions. Ah oui? J'entends ce terme-là pour décrire ce type de téléphone. Oui, c'est un téléphone qui serait, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez les vieux Nokia où, dans le fond, on pouvait seulement téléphoner, puis à un moment donné, il y a eu le jeu Snake dessus, puis à un certain moment donné, tu avais un navigateur, mais c'était un peu comme les anciens navigateurs BlackBerry, c'est-à-dire que c'était pas vraiment un navigateur, mais ça te permettait de naviguer un peu. Des navigateurs WAP à l'époque. Oui, là, c'est ça, exactement. Puis là, tu pouvais pas vraiment installer des applications, ou si t'en avais, c'était très restreint, c'était concocté par la compagnie de télécommunications. Donc, on en voit de moins en moins ici, je dirais, en Amérique du Nord, parce que les smartphones sont abordables, il y en a un peu partout, où les gens vont simplement rester avec des simples téléphones. En Amérique du Nord ou en Europe, par exemple, on a les moyens d'en acheter. Ouais. Effectivement. Contrairement en Asie ou dans des pays émergents. Oui, c'est exactement le but de Firefox OS. C'est un des buts, c'est de, comme je disais, donner cette alternative-là. Soit des gens qui ont pas les moyens de s'acheter le dernier iPhone, soit des endroits où c'est pas disponible, ou peut-être que les gens veulent pas avoir le dernier Android en étant obligé de prendre un contrat de 3 ans. On sait que c'est pas le même partout, mais ici en Amérique, on est assez bon là-dedans. Là, un contrat de 3 ans, tu payes ton téléphone 50 ou 100 $ au lieu de payer 500, 600 $. Là, un téléphone Firefox OS, la moyenne est en bas de 100 $ sans contrat. C'est le prix total du téléphone. Donc, c'était vraiment pour donner une alternative. Puis c'était vraiment aussi pour créer une plateforme qui serait ouverte. C'est-à-dire il y a absolument rien de propriétaire dans l'OS. Présentement, il y a des API qui ont été créées pour donner accès à certaines fonctionnalités du téléphone au niveau matériel, mais c'est pas des API où Mozilla font, nous autres, c'est les API qui restent là, qui vont rester là à vie. Non, c'est des API qu'on a proposées au W3C, qui s'occupe de gérer les standards d'HTML5. Et si demain matin, l'API change et il y a quelque chose d'autre qui est final en standard, Firefox OS va changer pour représenter ce standard-là. Juste pour faire terminer là, au niveau peut-être du téléphone, est-ce que l'OS est lié au téléphone ou s'il y a plusieurs modèles de téléphone? Non, c'est ça. L'OS n'est pas lié au téléphone. À vrai dire, l'OS est lié à aucun téléphone. Okay. C'est un projet qui est open source. Mais donc, présentement, il y a un téléphone qui est disponible. Il y a des téléphones qui sont disponibles. Des téléphones. Il y a des téléphones qui sont disponibles. Donc, il y a différents téléphones dépendant des pays où ça a été lancé. Puis ça, c'est des fabricants ou des compagnies de télécommunications qui ont dit, nous autres, on était intéressés à Firefox OS. On veut le donner, pas le donner, mais on veut le vendre aux gens. On veut l'ajouter à notre corde, aux modèles qui sont disponibles. Et on va prendre une version, on va prendre les sources qui sont disponibles en ligne gratuitement, on va créer Firefox OS, on va créer notre version de Firefox OS, des fois en ajoutant une ou deux applications, deux choses, et en le mettant sur notre téléphone. Mais c'est quoi les différences avec le modèle d'Android, par exemple? Mais la grosse différence, c'est au niveau de l'OS, c'est-à-dire que l'OS est complètement HTML5. Okay. C'est-à-dire que l'OS est créé... Mais le modèle est identique. Au niveau des téléphones, ça peut changer. Donc, ça va être comme, tu sais, quand tu parles d'Android, tu vas avoir plusieurs sortes de téléphones. Tu vas avoir des téléphones d'HTC, tu vas avoir des téléphones de Samsung. Il y a personne qui paye des royautés sur Android quand il... Puis il y a personne qui paye de royautés non plus sur Firefox OS. Donc, c'est vraiment, on prend le système d'exploitation, vous créez un téléphone, vous le mettez dessus. Par exemple, au tout début, avant même que les téléphones sortent, il y a la compagnie Geeksphone, qui est en Espagne, si je me trompe pas. Eux autres, nous autres, on croit en Firefox OS, on va créer des téléphones pour aider les développeurs à tester sur du vrai matériel. Okay. Puis eux autres, ils ont pris le code source, ils ont travaillé avec nous autres pour faire en sorte qu'il y ait un OS qui puisse mettre sur le téléphone et vendaient les téléphones aux gens, aux développeurs, pour que les développeurs puissent tester sur une vraie plateforme avant
qu'il y ait des lancements officiels qui se fassent dans différents pays. OK. Mais est-ce que je dois comprendre à ce moment-là que le navigateur, il est inhérent au Firefox OS, c'est-à-dire que si j'ai une application, elle roulerait en HTML5, JavaScript dans le navigateur tout le temps, elle sera jamais hébergée ailleurs, c'est-à-dire que votre conteneur du OS, c'est vraiment un peu ce qui serait l'équivalent d'un navigateur? Grossièrement, je te dirais que c'est ça, parce que toute application qui est faite avec HTML, CSS, JavaScript pourrait être une application Firefox OS. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de créer quelque chose de spécial. C'est sûr que si tu veux mieux intégrer ton application avec certaines fonctionnalités du téléphone, tu peux utiliser différents API. Mais si ton application a été bien créée, puis ça, c'est le piège un peu quand on parle d'HTML, CSS, JavaScript, c'est-à-dire qu'on peut créer une application HTML puis juste utiliser des préfixes vendeurs de WebKit ou des fonctionnalités qui sont juste disponibles dans Chrome, ce qui fait que là, ça fonctionnera pas sur d'autres navigateurs. Ça fonctionnerait pas sur Firefox OS. Mais si ton application est, ce que je dis, bien créée, tu rajoutes un manifeste qui est, dans le fond, un peu le fichier XML. Le fichier XML, effectivement, JSON, qui fait en sorte que c'est reconnu comme une application Firefox OS et je peux l'installer sur mon téléphone ou je peux le rouler dans le navigateur. Donc, c'est plus simple, même packager une application, que ça pourrait être, mettons, si je dirais, parce qu'on est capable de faire ça aussi vers des plateformes Android ou même le iPhone, c'est-à-dire qu'on prenne quelque chose comme Cordova qui te permet de packager du HTML, JavaScript dans une application qui est vue comme étant native par cette plateforme-là. Dans votre cas, vous, ce qui est natif, c'est littéralement déjà du HTML, JavaScript. C'est juste que tu as besoin d'un fichier manifeste pour dire, ça, c'est une application. Effectivement. Mais il n'y aurait rien qui t'empêcherait de juste ouvrir le navigateur dans Firefox OS et accéder à ton application HTML5 et la rouler dans le navigateur parce que c'est du HTML, donc ça serait un peu un équivalent. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu n'auras pas cette obligation-là même de packager ou d'envoyer dans un marketplace. C'est-à-dire que le marketplace, il y a un marketplace officiel, entre parenthèses, pour Firefox OS, où là, tu peux avoir le choix de déployer ton application. Mais tu peux avoir le choix de le déployer de deux manières. Donc, tu as des package apps, où là, tu vas prendre ton application HTML, CSS, JavaScript avec le manifest file, tu vas les mettre dans un fichier zip, tu vas les uploader sur le marketplace. Là, ça va être un peu le même processus que les autres marketplaces. Mis à part le frais, tu n'as pas de frais, mais on va vérifier que l'application a un certain niveau de sécurité, que l'application fait ce qu'elle doit faire. Dans ce cas-là, c'est nous autres qui l'hébergent. Les gens vont avoir accès à ton application par le marketplace, mais il y a ce qu'on appelle des hosted apps. Et là, c'est ton application qui est sur ton serveur, que ce soit sur ton serveur soit à toi, que ce soit sur Windows Azure, que tu utilises les pages de GitHub, peu importe. Ton application est hébergée ailleurs, donc elle n'est pas dans le marketplace. Et ce que tu fais, grosso modo, c'est un lien entre le marketplace et ton application. Donc, si demain matin, tu as besoin de faire un update, tu n'as pas besoin de resoumettre au marketplace. Donc ça, tu as les hosted apps. Puis il n'y a rien qui t'empêcherait de toi décider de partir ton marketplace. Tu voudrais dans ton entreprise que les gens aient des Firefox OS, puis tu veux pas que tes applications soient publiques pour une raison quelconque. Tu pourras avoir ton propre marketplace interne. Il n'y a rien qui t'empêche. Donc l'idée encore là, c'est en plus d'ouvrir au niveau de l'OS, on rouvre aussi au niveau de la façon de partager et de promouvoir ces applications. C'est intéressant parce que puis j'imagine peut-être que il y a peut-être pas tant de similitudes que ça, mais moi, à ma première vue, je trouve qu'il y a une grosse similitude dans ce que tu me présentes et le nouveau modèle des applications qu'on fait pour Microsoft Office, qui sont écrites en JavaScript, HTML, qui sont déployées juste un fichier manifeste. Ils ont aussi un application store. Puis ce qui était la beauté, c'est que c'est un modèle hyper simple. Oui. Donc, pour en avoir fait là, dans les derniers mois, c'est super simple à faire. Donc, j'imagine que votre modèle à vous doit être aussi très simple. C'est la simplicité de tout ça. Moi, je travaille, une partie de mon travail, c'est beaucoup de faire des relations un à un avec des développeurs qui créent des applications pour Firefox OS. Et j'ai des développeurs qui, littéralement, en 30 minutes, avaient fait un port, avait transféré leur application HTML qui roulait dans le navigateur en une application Firefox OS. Donc, ils avaient rajouté le manifeste, ils avaient testé dans le simulateur, testé sur un vrai téléphone, ça fonctionne, la personne avait fait du bon code, c'est fini. Il y a une application uploadée dans le Marketplace, ces jeux sont disponibles dans le Marketplace. Ouais, sauf que souvent, si tu as quelque chose maintenant qui roule sur un PC, ben ton application va utiliser un paquet de librairies JavaScript pour t'aider, les jQuery de ce monde. Est-ce que ça marche bien, toutes ces librairies-là, avec dans la mesure où ils sont standards et qu'ils font pas des choses et ça va marcher? Ça marche assez bien. Pourquoi je dis assez bien? Parce qu'on n'a pas de liste exhaustive de quelle librairie fonctionnait bien. Ça me fait penser un peu à ce que je faisais quand j'étais chez Microsoft. On parlait de Windows 8. C'était un peu le même principe. Tu vas utiliser HTML5 pour faire des applications.
on disait que théoriquement, tout devrait fonctionner, mais pratiquement, il faut le tester, il faut l'essayer. Ouais. Donc, il y a certaines choses qui pourraient avoir des problèmes. La beauté de Firefox OS, c'est que les développeurs ont un lien direct avec les gens qui le conçoivent. Et s'ils sont pas heureux, peuvent le concevoir eux autres mêmes. C'est-à-dire que tu as deux opportunités, prendre le code, faire ce qu'on appelle un fork du code et créer ta propre version si tu veux, ou modifier certaines choses que tu dis que l'équipe a pas modifié assez rapidement. Ou tu peux tout simplement aller dans le code, faire une modification, faire un pull de ton code, renvoyer le code dans le repository de Boot2Gecko, qui est le repository de Firefox OS, et participer à cette création-là. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Firefox OS, c'est pas une création juste d'employés de Mozilla, c'est une création d'employés de Mozilla et de tous les bénévoles à travers le monde qui participent au projet. Si on compare, par exemple, à Android, est-ce que Android fonctionne sur le même modèle? Est-ce que les gens peuvent participer ou c'est vraiment Google qui... C'est surtout Google, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a le Android qui est comme publié par Google, qui lui est surtout fait par Google, et je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait un aide externe. Puis tu as le partie qui est open source de Google, mais c'est là où que la ligne est assez fine, et c'est un peu pourquoi Firefox OS est là aussi, c'est qu'on plus on voit les choses avancer, moins on trouve que Google est assez ouvert avec Android et de plus en plus fermé, et il y a eu des chicanes dernièrement où on s'attendait à ce que Google, parce que c'est un projet open source, release les codes des dernières versions d'Android, et on n'a jamais vu ce code-là apparaître, on n'a jamais vu ces choses-là apparaître. C'est même plus désastreux que ça. C'est-à-dire que Android, ils veulent en faire une plateforme, native, qui roule au niveau qui roule pas vraiment dans l'environnement du navigateur. Par exemple, ça serait Google, ça serait de prendre Chromium, puis de l'amener. D'ailleurs, beaucoup de monde qu'on comprend pas, parce que leur message, c'est toujours dire le web, c'est ça qui est le futur. Puis là, le groupe, en tout cas, de Android, c'est pas ça qu'ils font du tout. On va natif. Ils ont certains succès avec Android. Donc, on peut peut-être dire que c'est une stratégie. On peut pas dire que c'est une mauvaise stratégie, parce qu'ils ont réussi quand même à prendre des bonnes parts de marché. Ou en tout cas, certains fabricants ont réussi à utiliser ça. Même Amazon a réussi à leur voler leur code source puis à faire de quoi avec. Mais il y a encore beaucoup de gens qui croient que non, le web c'est ça qui devrait être le OS du futur. Ça a déjà été le message de Google il y a plusieurs années. En tout cas, c'est ça. Ils vont nous dire, c'est encore notre message, sauf que la bouche dit de quoi, puis les pieds font autre chose. C'est un peu ça ce que tu dis, c'est qu'il y a un message comme officiel, puis il y a ce qui se passe sur le terrain. Tandis que du côté de Mozilla, vous, c'est comme, la bouche suit, les pieds suivent ce que la bouche dit. C'est-à-dire, on pense que le web, c'est ça le futur, mais on fait un OS qui est web peu. Puis c'est vraiment ça qui est intéressant, parce que souvent, quand il y a beaucoup de discussions à propos de, les applications natives versus les applications web, puis les gens s'accordaient pour dire qu'il manquait certaines choses avec les technologies web, HTML, CSS, JavaScript, pour vraiment être capable de créer des applications, je dirais, aussi bonnes ou aussi poussées que des applications natives. Et effectivement, il manquait certaines choses, et il manque encore certaines choses. Et c'est ça qu'on essaie de combler avec Firefox OS, c'est d'amener ces API-là qui manquent, par exemple, pour accéder au statut de la batterie. Moi, si j'ai une application puis je veux accéder au statut de la batterie, est-ce que c'est en train de charger? Est-ce que ma batterie est sur le point d'être déchargée? Ça peut être utile pour mon application. J'ai pas de technologie web qui me permettait de faire ça. Donc, on a créé une API. Ça a été soumis au W3C, mais comme je dis, le but, c'est pas de faire quelque chose de propriétaire où là, demain matin, si je veux que ça fonctionne sur plusieurs plateformes, je vais être obligé d'utiliser plusieurs API. Et non, j'ai HTML, CSS, JavaScript. On peut comprendre aussi pourquoi les Apple, même Google, veulent pas aller sur un HTML, JavaScript. Ça veut dire que là, si tu deviens universel, t'as plus aucun élément de différenciation de ta plateforme, t'as même plus en anglais on dit le lock-in, c'est-à-dire l'attachement, parce que quand t'attaches un client, puis il a tout développé son code pour rouler par exemple sur du iPhone, demain matin, c'est plus facile pour lui de continuer dans ta plateforme que de s'en aller chez ton compétiteur, là. Oui, puis il y a l'aspect l'aspect marketplace, c'est de l'argent, là. Je veux dire, les développeurs, si je prends, par exemple, le App Store de Apple, si je prends le Windows Store, ou, il faut que tu payes $99 ou peut-être moins, peut-être plus, dépendant des moments, pour juste développer, soumettre ton application. Après ça, quand tu vends ton application, il y a une partie des frais qui va au vendeur. Fait que c'est sûr que les entreprises veulent pas que tu t'éloignes de ce modèle-là. Mais en tant que développeur,
pour l'avoir vécu, ou même en tant qu'entreprise, quand j'avais des clients que j'attends à mon compte, c'est absolument frustrant parce que toi, tu veux que ton service, ton application, qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent l'utiliser parce que c'est des clients potentiels, c'est une rentrée d'argent potentiel. Mais là, moi, la discussion que j'ai avec toi, c'est ben non, si tu veux une application iPhone, on va faire ça Objective-C, puis on peut récupérer certaines choses si on met beaucoup de choses dans le back-end ou si on fait un web service. Mais si tu veux ton application sur Android, ben va falloir le faire en Java. Puis si tu veux sur Windows Phone, il va falloir le faire en C#. Là, si tu le veux, tu sais, ça finit plus. Ouais. Tu es toujours obligé de recommencer un peu sur différentes plateformes. Quelqu'un qui utiliserait, comme Mario a mentionné tout à l'heure, là, Cordova, PhoneGap, Oui. Est-ce qu'il pourrait rapidement créer une application qui fonctionnerait sur Firefox OS? Ben, il y a deux choses. C'est-à-dire que il n'y a pas un support officiel encore de PhoneGap pour Firefox OS, mais on travaille dessus, donc ça devrait être là très récemment. Ils ont même annoncé que le prochain release, très prochainement, supporterait Firefox OS et je pense même Windows Phone 8 qui faisait partie de l'annonce. Okay. Mais d'un autre côté, j'ai travaillé avec un développeur récemment qui, lui, avait une application PhoneGap et voulait faire un port sur Firefox OS. Et lui, ça lui a pris 3 heures pour enlever tout ce qui était PhoneGap spécifique. Donc, puis il y a eu une application qui est fonctionnelle, qui allait bien. Donc, 3 heures, ça se fait quand même assez rapidement. Puis c'était quand même un jeu assez complexe. Par contre, si tu as une application web qui roule sur un serveur web qui est déjà formaté CSS, là, qui s'adapte, là, qui est reactive, là, comme on dit, là, et puis qui s'adapte aux différents types de téléphones, tablettes, ça devrait fonctionner. En claquant des doigts. C'est la promesse. Puis là, je dis ça, puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va nous écouter, qui va l'essayer, puis ça fonctionnera pas. Mais le but, c'est ça. C'est de faire en sorte que ce soit très facile. La plupart des gens avec qui j'ai travaillé, ça a très bien été. Hey, moi, je veux juste faire une petite bifurquer un petit peu, puis juste parler de qui est en arrière de tout ça. On parle de la Fondation Mozilla depuis tantôt, mais c'est quoi ça, la Fondation Mozilla? La Fondation Mozilla, c'est principalement 2 types de contributeurs. Donc, c'est les contributeurs payés, des gens comme moi, donc qui sont payés à temps plein pour travailler, pour contribuer. Mais c'est les bénévoles. L'argent de où pour te payer? C'est payé par... ce qui est drôle, c'est que c'est payé par deux types de personnes. C'est des contributeurs de partout à travers le monde. C'est-à-dire que tu peux faire un don à Mozilla si tu trouves ça intéressant. Et la principale source de revenus, c'est Google. Les annonces. C'est parce que dans Firefox, le moteur de recherche par défaut est Google. Et même si Firefox a un peu perdu des plumes à travers les années en termes par rapport à Chrome en termes de part de marché, merci, a quand même des parts assez intéressantes pour que Google verse des fonds à Mozilla. Ah, intéressant. Mais donc c'est comme une compagnie sans but lucratif. C'est une compagnie sans. Donc il y a 2 choses. Il y a l'entité sans l'OBNL, dans le fond, le non-profit, qui est propriétaire d'une entreprise de Mozilla Corporation. Fait qu'il y a Mozilla, l'organisation à but non lucratif, et il y a Mozilla Corporation qui est en dessous de le Mozilla à but non lucratif. Donc, c'est-à-dire que Mozilla, notre but, c'est pas de faire du profit. Il y a des employés pour faire rouler comme plusieurs organismes à but non lucratif, mais le but, c'est de ne pas faire de profit. Le but ultime de Mozilla, la mission, c'est d'ouvrir le web à plus de gens possible, c'est de rendre le web encore plus ouvert. Donc, on connaît la fondation Mozilla avec le furteur Firefox. Oui. Okay. Mais il y a beaucoup de produits, étonnamment. Moi, je les connaissais pas tous avant de rentrer, mais c'est sûr qu'on connaît Firefox. La plupart des gens connaissent qu'on l'utilise ou qu'on l'utilise pas. Mais il y a Thunderbird, il y a Persona, qui est un système de single sign-on. Il y a Bugzilla, qui est un outil pour faire la gestion des bugs. Merci. Et il y a d'autres programme alentour de tout ça. Il y a par exemple Mozilla Webmaker qui fait vraiment, lui, partie de la fondation et qui est un projet pour, je dirais, éduquer les gens à créer les choses, à prendre possession du web. Donc, d'aller vers les gens qui sont peut-être moins techniques et de leur montrer que tu peux modifier un peu les pages web sans trop connaître le code, puis on crée des outils pour les aider. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, il y a les gens qui sont payés, mais Mozilla n'existerait pas sans tous les volontaires et tous les bénévoles qui donnent de leur temps. Donc, il y a une participation des gens qui sont payés à l'interne chez Mozilla pour développer l'OS. Oui. Et puis, il y a une participation des volontaires, bénévoles. Des volontaires. Puis juste pour donner un exemple à quel point c'est important, v'là 2 semaines, j'étais en Belgique pour ce qu'on appelle le Mozilla Summit. Ça a lieu aux 2 ou 3 ans, qui est un peu une conférence de compagnie, là, un peu sur revoir un peu la vision de l'entreprise, de l'organisation, vers où on s'en va. Et ça se faisait à 3 endroits, dont Santa Clara,
Sahara en Belgique et à Toronto. Et la moitié des gens qui étaient sur place, c'était des bénévoles. C'est-à-dire que Mozilla a payé l'avion, l'hôtel pour amener ces bénévoles-là. Donc, tu avais la moitié des gens qui étaient des employés, la moitié des gens qui étaient des bénévoles. Fait qu'on voit vraiment l'importance. Et en termes d'accès à l'information, c'est-à-dire que tout est ouvert chez Mozilla, ou presque tout, des fois, des discussions avec des compagnies de télécommunications qui veulent pas qu'on annonce à l'avance quand ils vont sortir le téléphone, mais principalement, tout est ouvert et l'accès à l'information, moi, j'ai eu je venais d'un monde où, par exemple, chez Microsoft, il y avait les employés, il y avait les bénévoles. Même si les bénévoles donnaient beaucoup de leur temps, il y avait un statut différent pour les employés. Donc, j'avais accès à de l'information que les bénévoles avaient pas accès. J'avais un certain pouvoir. J'aime pas le mot pouvoir, mais vous comprenez ce que je voulais dire. J'avais une certaine possibilité de faire des choses qu'un volontaire avait pas la même possibilité. Et chez Mozilla, la ligne est très, très fine entre les deux. C'est-à-dire qu'un bénévole a les mêmes capacités qu'un employé à faire les choses. Intéressant. Donc là, tu viens de nous parler que, bon, il y a une ligne de produits, il y a différents produits. Donc, il y a un produit qui est fondamental, qui est bien connu, le navigateur Firefox, qui était toujours un peu leur produit phare, jusqu'à il y a à peu près 2 ans, parce que, bon, Google Chrome prenant de plus en plus de parts de marché. Puis, en tout cas, ça a fait que, à un moment donné, Firefox est devenu un 3e joueur, en tout cas un joueur moins important. Et là, ce que je comprends, c'est que on veut maintenant faire ce que Google nous annonçait, mais qu'ils n'ont jamais voulu faire vraiment un système d'exploitation basé sur le navigateur. Puis c'est ce que vous faites avec Firefox OS. Là, ce que tu me dis, c'est, oui, ça fonctionne, il y a des téléphones, donc on est vraiment sur le mobile. Mais est-ce que la vision de Firefox OS, c'est d'aller autre chose que sur le mobile ou c'est de rester toujours sur le téléphone? Non, la vision, c'est d'aller là où les gens vont en avoir de besoin. De ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu un peu avant de commencer chez Mozilla, c'est que l'idée de base était de commencer sur des tablettes, mais qu'il y a tellement eu une demande des gens, des utilisateurs, de dire non, s'il vous plaît, commencez par les téléphones intelligents, qu'on a commencé à faire en sorte que Firefox OS roule bien sur un téléphone intelligent, sur des smartphones. Parce que si j'étais un développeur qui, mettons, je fais du développement dans le monde Microsoft, je me dis, c'est intéressant cette affaire-là. Ben, grosso modo, c'est quoi la cible aujourd'hui? C'est peut-être une dizaine de téléphones. Là. Il y en a 6-7 aujourd'hui, mais dans le futur, il va y en avoir un peu plus, là, j'imagine. Oui. Mais donc, c'est ce type de téléphone-là que tu vas être capable de déployer. Donc, peut-être des tablettes. Mais on verra, s'il n'y a pas dans les plans de dire, un jour, ça va même pouvoir rouler sur des PC ou sur des Mac. Je pense qu'il n'y a rien d'implicite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quelque part, dans un plan écrit, le but ultime, c'est de le faire rouler sur un laptop. Je pense qu'il n'y a rien qui empêche de le faire et rien qui nous empêche de le faire. Donc là, pour l'instant, Firefox OS, c'est quand même assez récent. Ça fait, je suis pas exactement sûr des dates, mais ça fait un peu plus d'1 an, si c'est pas 2 ans, que le système est travaillé. Les lancements officiels, donc le lancement officiel de Firefox OS a commencé cette année. Donc au début de l'été, c'est là qu'on a commencé à avoir des téléphones apparaître et des compagnies de télécommunications à travers le monde offrir ce téléphone-là comme une alternative aux autres téléphones. Donc, c'est un bébé, là. C'est nouveau, c'est récent. Donc là, on focus sur faire en sorte que le téléphone ait une bonne qualité parce que il manque encore certaines fonctionnalités qu'on veut voir dans le téléphone, que les utilisateurs veulent voir. Donc, on focus sur cet aspect-là. Mais je sais que il y a quelqu'un chez Mozilla qui parlait récemment dans une conférence de presse qu'on regardait très prochainement les tablettes. Donc, ça serait une prochaine étape. OK, c'est intéressant ce que tu nous racontes. Maintenant, si je me place d'un autre côté, mettons que je me place pas dans la peau du développeur, mais plus dans la peau de quelqu'un qui veut acquérir un téléphone. Donc, plus un utilisateur. Aujourd'hui, là, on peut dire il y a 4 grandes catégories de téléphones. Donc, Apple, forcément. Oui. Donc, la plateforme Apple avec iOS. La plateforme de Google avec Android. La plateforme de Microsoft avec Windows Phone. Et la 4e, Firefox OS. Là, c'est sûr que vous allez dire, il y en a qui vont dire, ben là, t'oublies BlackBerry. C'est vrai, BlackBerry a encore les parts de marché et tout. Donc, bon, il existe BlackBerry. Je ne peux pas quand même le nier, mais... Je pense qu'il y a des parts de marché un petit peu plus grandes que Firefox. Oh, oui, tout à fait, tout à fait d'accord. C'est clair. On continue, Mario. Mais mon point de vue, c'était plus de dire... c'est quoi votre créneau? Parce que vous pouvez pas être, vous compétitionnez pas demain matin là, à Apple, donc vous situez où? C'est quoi votre marché? Parce que si vous faites ça, c'est que vous voyez quand même qu'il y a une demande, il y a un besoin. Vous la voyez où, là? Je pense pas. En tout cas, moi, je sens pas qu'être ici au Québec,
votre marché. Non, c'est ça. Ben, il y a plusieurs choses. Le but de Firefox OS, c'est pas de compétitionner l'iPhone. Donc, on veut pas aller prendre la place du iPhone. C'est un téléphone qui répond aux besoins de certains gens. C'est un téléphone que certains gens peuvent se payer. Parfait. Ça donne une bonne alternative pour les gens. Le but, c'est de donner un téléphone qui va être ouvert pour les développeurs, mais aussi un téléphone qui va être abordable aux gens. Donc, le but, comme je disais tantôt, c'est vraiment d'aller chercher le marché des feature phones, mais c'est vraiment de viser les low-end devices. Donc, c'est pour ça que je dis, on va pas... Si tu prends un Firefox donc, le OS... marché en Asie, en Afrique... Effectivement. Donc, ces endroits-là vont Amérique éventuellement venir. Et c'est vraiment... C'est pour ça que je disais, si tu compares un Firefox OS à un iPhone, c'est sûr que ton iPhone va être meilleur. Il est beaucoup plus puissant. Le matériel va être probablement peut-être de meilleure qualité. Au niveau du matériel, là. Oui, c'est ça. Effectivement, l'OS va être... c'est sûr que Firefox OS est plus récent. Donc, il va peut-être manquer certaines choses que tu as dans ton iPhone. Mais si on prend un certain moment donné dans le temps où Firefox OS devient plus mature, on va avoir un OS qui est très, très intéressant, très comparable à d'autres téléphones. Donc, je dis pas qu'éventuellement, il n'y aura pas de téléphone high-end, des téléphones comparables à des iPhones ou à des Samsung Galaxy S3 ou peu importe le nom, là, qui sont quand même des bons téléphones, bon matériel. Mais présentement, le but, c'est vraiment des low-end devices. Les gens, tu disais tantôt, excuse-moi, Guy, non, les gens souvent ils font, Frédéric, c'est le fun que tu sois à Montréal, tu parles de Firefox OS, mais on n'en voit pas. Et effectivement, on n'en voit pas parce que l'Amérique du Nord n'est pas un marché, c'est pas un marché important, c'est absolument pas ce que je veux dire, c'est pas un marché, pas un marché ciblé. C'est pas un marché ciblé, effectivement, merci. Du moins au tout début. Donc, je dis pas qu'il y aura jamais de téléphone Firefox OS en Amérique du Nord, au Québec, à Montréal, au Canada. Ce que je dis, c'est que c'est pas une priorité pour l'instant parce qu'on a quand même beaucoup d'alternatives ici. Les gens sont un peu plus fortunés, ont un peu plus la chance d'aller chercher les téléphones, les autres téléphones. Vous n'êtes pas les seuls. Nokia, principalement, leur stratégie maintenant, c'est d'aller vers les marchés émergents. C'est ça, parce que si on prend, par exemple, l'Afrique, l'Afrique, il n'y a pas beaucoup de lignes landline. Non, c'est ça, les gens sont tout le monde sont sur téléphone. Donc, si tu es capable d'offrir un téléphone qui est vraiment pas cher, que les gens peuvent acheter sans problème, ben là, tu viens d'ouvrir un marché de millions de personnes. Oui, c'est le but. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de marché, on parle de marché, on parle de peut-être réussir ou d'aller faire de l'argent, tout ça. Mais le but, c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que si demain matin, il y a d'autres alternatives qui fonctionnent bien, qui font en sorte que le téléphone est assez ouvert et que c'est un téléphone qui répond aux besoins des gens, ben parfait. Parce que le but ultime, c'est vraiment de donner accès au web aux gens. Parce que quand on parlait de feature phone, tantôt, t'as pas nécessairement accès au web. Il y a des gens qui ont pas d'ordinateur chez eux, qui ont juste un téléphone. Si t'as pas accès au web, t'as pas accès au web. Donc là, d'avoir un téléphone qui va te permettre ça, de t'ouvrir sur le monde, je pense que c'est vraiment le but. Et on en voit, il y a d'autres alternatives. Il y a Ubuntu qui lance ou qui viennent de lancer son téléphone. Il y a Tizen, qui est comme un OS je me souviens plus, je pense que c'est Samsung avec Intel qui travaille sur ce téléphone-là. Donc, il y a d'autres plateformes ouvertes qui s'en viennent pour un peu essayer de faire un peu ce qu'on fait, qui sont pas nécessairement HTML5 par contre. Les plateformes fermées, vu qu'ils ont toujours un navigateur, je pense par exemple à la plateforme Windows ou Android. Dans votre vision à vous, c'est quelqu'un qui a un téléphone Android, c'est parfait, il a accès au web, puis vous voulez que les gens aient accès au web. Oui, effectivement. Donc, mais par contre, vous voulez pas qu'il y ait des laissés pour compte qui se disent, ben là, si t'as pas X nombre de dollars, c'est sûr que les prix diminuent, là, ces téléphones-là diminuent toujours, mais il reste quand même qu'ils sont peut-être pas trop abordables. Vous voulez offrir le plus abordable. Effectivement, le web, je pense que c'est pas un jouet pour les riches, là. C'est un jouet pour tout le monde. C'est une plateforme pour tout le monde. Puis c'est vraiment le but ultime. Puis éventuellement, vous allez peut-être être une alternative à Android. Donc les grands fabricants de téléphones qui peut-être vont se buter à une plateforme de plus en plus fermée de Google. Et tu sais, je parlais de Tizen tantôt. Si je me trompe pas, Tizen c'est le mix entre Samsung et Intel. Ouais. Et Samsung qui tout le temps après faire des téléphones Android, qui est un des grands constructeurs, c'est leur vache à lait. Ouais. Donc moi, ça sonne une cloche quand je me dis que Samsung, qui fait tout le temps des téléphones Android, essaie de travailler sur un OS, sont à la merci de Google. Là. Puis il faut aussi comprendre que les Google de ce monde, eux, le web ouvert, ça va sembler peut-être bizarre ce que je vais dire, mais le web ouvert, c'est peut-être pas... Il y a peut-être... Monétairement, là, ces compagnies-là, ils veulent faire de l'argent, hein, c'est la finalité. Toutes les compagnies, là, c'est la première finalité. Entre autres, si vous regardez toute la publicité reliée au fait que tu associes des cartes et tout,
ce qui est vraiment un enjeu majeur, là. Google a pris une position dominante là-dessus, mais ça nous explique pourquoi Apple, à un moment donné, on dit non, on sort les cartes de Google de notre téléphone, parce que nous, ça nous prend le contrôle aussi, parce qu'on veut être capable de monétiser le fait que les gens... Il y a 3 variables, hein, pour un individu quand il est mobile. Une des variables non négligeables, c'est le lieu. Ouais. La carte, le temps, donc à quel moment tu es, donc ça, c'est l'autre variable. C'est des variables universelles. Tu sais, je suis en Android, ça, c'est les 4 dimensions, les 3 dimensions de l'espace, c'est l'espace, après ça, la 4e dimension, qui est le temps. Mais ces variables-là sont fondamentales pour un téléphone, puis surtout si tu veux monétiser et mettre de la publicité qui est vraiment opportun. Puis ça explique pourquoi qu'Apple, même si ils ont frappé un mur parce qu'ils ont vraiment fait un échec de leur livraison de leur première version des cartes. Pourquoi, mais encore aujourd'hui, ils continuent à faire des cartes, ils n'ont pas dit ah non, ok, on prend tout Google, non. Ils travaillent fort, ils se disent, 2e essai, 3e, s'il faut que ça soit au 6e essai, parce que ceux qui vont avoir cette position-là vont faire beaucoup, beaucoup d'argent, pas pour les 10 prochaines années, pour les milliers de prochaines années. C'est ça la game. Donc, si tu places dans Google, ça explique pourquoi ils font plus tant que ça le web ouvert et qu'ils sont beaucoup sur leur Android fermé, parce que c'est la carte qui devient fondamentale. Et à se jumeler avec la carte, on le voit aussi avec Microsoft avec Bing, qui jumellent maintenant, eux autres, toute la capacité de recherche qu'ils ont et qui viennent jumeler avec la carte. Donc, tous les joueurs, là, tu vois, on voit tout le positionnement qui se place partout. Et le web ouvert est peut-être moins... le web ouvert, finalement, ils l'utilisent quand c'est à leur avantage pour se donner peut-être une belle conscience, mais au bout du compte, tout ce qu'ils veulent, c'est notre argent. Comme dirait quelqu'un d'un peu malsain, ils vont tout faire pour réussir à l'avoir. Ouais. On parle de quel marché là, présentement dans le monde où les téléphones sont disponibles? Ben présentement, ça a été lancé en Espagne, ça a été lancé en Colombie. Mais attends un petit peu, en Espagne, là, on parle pas de marché émergent. Là, même non, si l'Espagne a des problèmes. C'est dur. Oui, mais c'est pas un marché. On est en Europe, là. Oui. Donc, c'est pas un marché émergent. Et présentement, ça a été lancé aussi dans les endroits où il y avait des entreprises qui avaient un intérêt aussi, parce que Mozilla, ce qu'il faut dire, Mozilla, c'est qu'on crée pas du matériel. On crée pas de téléphone. Le seul lien qu'on a dans tout ça, c'est que on a décidé pour avoir un certain minimum de qualité, c'est-à-dire que le code est disponible en ligne. Donc, tout le monde peut le prendre. C'est Boot2Gecko, qui est comme le nom original de Firefox OS. Mais si tu veux dire que ton téléphone, c'est un téléphone Firefox OS, tu dois avoir une certification faite de Mozilla. Donc, on s'assure que ce que tu as fait, c'est pas de la boîte, parce que tu as beaucoup de fragmentation. Quand on parle d'Android, là, tout le monde peut utiliser Android, puis tu as des très bons téléphones jusqu'à des téléphones que c'est absolument n'importe quoi. Moi, je me souviens, ma belle-mère a acheté une tablette pour son petit-fils pour jouer à des jeux. Ça m'a pris une journée et demie à essayer de configurer ça, puis c'était lent, puis c'était slow, puis ça rendait pas service à Android, ça rendait pas service à Google, mais c'était une tablette excusez-moi, mais une tablette chinoise qu'elle avait payé 25$ à quelque part. Là. Donc, le but, c'est qu'on essaie de limiter ces choses-là pour s'appeler Firefox, pour avoir un téléphone Firefox OS. Donc Espagne, Pologne, Colombie, Venezuela, la Hongrie, c'est probablement là, ou sinon je viens de vendre un scoop, c'est dans la semaine qui suit. Donc ça, c'est les endroits où présentement... Dans le temps qu'on va publier l'émission, de toute façon, c'est la prochaine semaine. C'est ça. Et il y a ZTE qui a créé un téléphone où on peut l'acheter sur eBay. C'est un téléphone neuf, mais tu peux l'acheter. Eux autres, ils ont fait leur magasin sur eBay. Principalement un téléphone pour les UK et pour les États-Unis. Donc, c'est pas encore nécessairement grand public, je dirais, mais les gens peuvent acheter. Ou sinon, il y a le Geeks Phone qui est des téléphones plus, je dirais, pour les développeurs, qui était vraiment pour tester sur du matériel que l'on peut acheter partout à travers le monde. Par exemple, Geeks Phone, là, qui est fait par une compagnie en Espagne. Oui. Moi, je veux en acheter un de ces téléphones-là. Ça va me coûter combien à peu près? Ça va te coûter... un kit de développeur, là. Le téléphone, par exemple, c'est le Keon. Téléphone de base, là, vraiment, c'est un low-end device, donc ça va donner une bonne idée de ce qui se fait sur Firefox OS. Si je me trompe pas, c'est à peu près 89$. Okay. Donc ça, c'est le prix, il faut le prix, t'as pas de contrat de 3 ans, t'as pas que ça, c'est unlocké, donc ça va marcher n'importe où. Moi, j'utilise avec GSM de base. Ouais, c'est ça. Moi, j'utilise avec Rogers ici sans problème. Puis je voyage beaucoup, fait que je change mes SIM, j'achète des SIM dans les pays où je vais, parce que je peux pas vivre sans data. Puis ça fonctionne dans le téléphone. Ça, c'est un genre de téléphone qui est idéal pour quelqu'un qui est tout le temps sur la route, parce que là, tu fais juste changer tes SIM. Effectivement, j'ai pas de lock-in comme quelqu'un disait tantôt. Sauf que là, moi, la question que je vais te poser, c'est toi qui as connu, t'as connu à peu près tous les types de téléphones dans les derniers 3 ans.
Tu sais, franchement, y a-tu quelque chose sur ton téléphone qui te manque, là, dire, bon, ça sera peut-être des applications que peut-être tu utilisais peut-être soit sur iOS ou sur Windows Phone? Oui, ça, je dirais, c'est quelque chose qui me manque et qui mérite à un certain point parce que surtout que dans les 3 années avant, j'ai été chez Microsoft, je travaillais avec Windows Phone et avec Windows Phone, c'était une plateforme qui était assez émergente, qui était assez nouvelle aussi. Ouais. Et on sait aujourd'hui, tous les services, les applications, les banques de ce monde, quand ils créent une application, c'est sur iPhone. C'est tout le temps sur iPhone. Là, maintenant, Android, mais c'est quand même juste ces 2 tablettes-là. Fait que c'était un BlackBerry, un Windows Phone, c'était un autre type de téléphone, t'es assez mal pris. Tu sais, moi, j'attends là, que la presse sorte leur presse plus sur Android. Là. Oui, non, ça s'en vient, mais tu sais, elle a été sur iPhone. Mais tu sais, si je l'attends pour Mozilla, il y a des chances que je l'attende longtemps, là. Parce que c'est pas leur but. Eux autres, leur but, c'est d'aller sur les téléphones qui ont un gros marché, surtout au Québec. C'est ça, la faiblesse aussi de votre plateforme. Elle est ouverte, mais d'un autre côté, il y a moins d'applications. Ouais, mais effectivement, mais c'est sûr que ça débute, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que c'est web, là où il peut avoir un problème, c'est les gens qui n'auront pas de version web, donc comme la Presse Plus que la Presse Plus, donc t'as pas le choix, ça fonctionne sur ton iPad, même si la presse, un site web, c'est pas la Presse Plus de ce que je comprends. Dans leur site web, mais c'est ça, de ce que je comprends moi aussi, c'est que sur l'application. Donc là, on a un problème. Par contre, si t'arrives, je sais pas, le Devoir qui se consulte très bien sur le web, décide de faire une application, le Devoir Plus qui fonctionne juste sur iPad, vu qu'il y a une version web, il y a rien qui m'empêche de moi le consulter avec mon Firefox OS et ça leur coûte rien ou presque rien de faire en sorte que ça fonctionne sur Firefox OS. Donc ça, c'est l'avantage parce que on est une plateforme nouvelle, c'est une nouvelle plateforme, mais c'est pas un nouveau langage de programmation. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, OK, si tu veux créer une application pour mon téléphone, il faut que tu le fasses en Scala ou il faut que tu le fasses en C++. Tu sais, c'est des applications web. Donc, c'est pour ça que moi, j'y crois beaucoup. C'est l'avantage, par exemple, Twitter, qui avait peut-être pas, soyons francs, avait peut-être pas d'avantage à dire, on va mettre Twitter, un client Twitter, rapidement sur Firefox OS, ça commence, ça vient de sortir, on a d'autres priorités. Ils l'ont fait quand même parce que ça a été très rapide de faire en sorte qu'il y avait un site Twitter qui est mobile aussi. Ça a été très rapide je vais pas travailler avec eux autres, mais je présume que ça a été rapide de le mettre sur Firefox OS. Des fois, ça représente quelques jours de Donc, on a un client Twitter sur Firefox OS et puis là, comme on parlait tantôt, j'ai travaillé chez Microsoft, je suis pas parti en brûlant des ponts, j'ai apprécié beaucoup, j'ai un très grand estime pour Microsoft, mais on a une application beaucoup plus rapide que Microsoft par contre, parce que fallait soit le faire en C#, donc c'est l'avantage de l'aspect web de la plateforme. Mais effectivement, comme je te disais, là, ça mérite beaucoup quand il y a un nouveau service qui sort. Puis là, je fais j'aimerais ça l'essayer. Seulement sur l'App Store, seulement sur Google Play. Fait que si les développeurs nous écoutent puis ils essaient de juger un petit peu c'est quoi, est-ce qu'il y a un intérêt pour moi là, de développer ou d'adapter mon application? Par exemple, si on est en Amérique du Nord ou si on est en Europe, comment je peux savoir où mon application va être utilisée? Avec le marketplace, dans le fond, tu parles quand que je vais déployer mon application. Quand tu vas déployer. Avant de la créer, je veux savoir où j'aurai des chances que mon application soit utilisée. Tiens, ces deux-là. OK. Pour savoir où il y aurait des chances que mon application soit utilisée, ce qui est intéressant, c'est comme je disais, Mozilla est une compagnie qui est assez ouverte, donc vous pouvez aller sur, par exemple, le Mozilla Developer Network. Donc, vous tapez Mozilla Developer Network dans Google ou Bing, peu importe. La documentation est là, donc vous allez avoir la documentation sur où c'est disponible, quel genre de téléphone est disponible, et la documentation sur comment développer pour le téléphone aussi. Et une fois que j'ai développé mon application, que je l'ai mis sur Marketplace, j'ai des statistiques, un peu comme les autres marketplace là, qui vont me donner l'information sur combien de téléchargements, où ça a été téléchargé. Mais en tant que développeur, j'ai 2-3 avantages à faire ça. C'est-à-dire que, un peu comme toute nouvelle plateforme, un peu comme on vendait les autres nouvelles plateformes, c'est que d'être dans les premiers, ça a des avantages parce que tu as plus de visibilité, tu es dans les premières applications que les gens vont voir quand ils vont utiliser les plateformes. Le fait que ça arrive dans des marchés qui peuvent être assez ciblés, c'est peut-être pas intéressant pour une compagnie de Montréal qui veut promouvoir ses intérêts de son entreprise de Montréal. Des chaussures à Montréal. Ça sera pas intéressant que ça soit disponible en Espagne. Mais si j'ai un type d'application très, très précis, ça va être possible. Ou si j'ai une application qui est de type très générique ou un jeu, par exemple, entre autres, un jeu, je pense que ça peut pas être plus générique, ça peut jouer partout, je peux soit le localiser, le mettre en différentes langues ou juste dire, je vais le mettre en anglais puis ça va être assez passe-partout. Mais si j'ai une application iPhone,
ça va être du travail, le transfert en Firefox OS. Mais si mon application est web ou est faite avec du HTML5, ça me coûte pas beaucoup plus en termes de temps de faire en sorte que ça fonctionne sur Firefox OS. Puis après ça, je supporte pas nécessairement deux plateformes. J'ai une application web, c'est juste que j'ai rajouté un manifeste pour que ça fonctionne en Firefox OS. Donc, si demain matin, j'update ma version web, j'update mon application Firefox OS en même temps. Donc, tout ce que ça me fait, c'est que ça m'offre un marché de plus. Puis pour quelqu'un qui voudrait débuter, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'un émulateur? Oui. Ben, ce qui est intéressant, c'est que il y a pas de frais pour commencer. Donc, même une fois que j'ai terminé, j'ai créé mon application, je vais la mettre sur un marketplace, par exemple. J'ai pas une obligation de le faire, mais si je veux le faire pour me faire un peu plus de promotion, un peu plus de marketing, ça me coûte rien. Donc, il y a ça. Pour développer, ben, j'ai besoin de Notepad, à la limite. Je pourrais prendre Notepad parce que c'est du HTML, CSS, JavaScript. J'ai pas besoin de monter un serveur. J'ai besoin de mon navigateur pour pouvoir le tester. Puis après ça, ben, si je veux tester vraiment dans Firefox OS, j'ai besoin de Firefox. Je télécharge un add-on qui s'appelle le Firefox OS Simulator, qui est gratuit aussi. Je l'installe et j'ai l'équivalent d'un téléphone dans mon ordinateur. C'est un add-in à Firefox. Effectivement. Et les deux sont gratuits. Donc, c'est pour ça que je dis la barrière d'entrée là, est assez basse. Parce que c'est sûr que si vous connaissez pas HTML, CSS, JavaScript, c'est comme apprendre quelque chose de nouveau. Mais la plupart des gens font un peu de site web ou c'est toujours, peu importe même le langage que tu fais, tu finis toujours par toucher à toucher à HTML, CSS, JavaScript. Donc, tu connais déjà les technos. T'as pas besoin d'un IDE spécifique non plus. Je disais tantôt Notepad à la blague, mais c'est pas une blague non plus. Tu peux tout simplement utiliser Notepad. C'est un éditeur de texte. Éditeur de texte. Donc, Visual Studio qui gère bien HTML, tu peux faire ça. Tu peux utiliser Sublime Text, tu peux utiliser Name It. Si t'es sur PC, sur Mac, sur Linux, peu importe, la donne est disponible dans toutes les... C'est ça, que ce soit OS X, Linux, Windows. Puis le téléphone, on peut, comme tu as dit tout à l'heure, tu peux l'acheter sur eBay. Tu peux l'acheter sur eBay. C'est ZTE qui en vend un. Tu peux acheter ceux de Geeks Phone. Donc, c'est geeks avec un sphone.com. Ça, c'est des téléphones pour développeurs. Et vous pouvez surveiller aussi sur le Axe blog de Mozilla, donc qui est axe.mozilla.org. Donc, on vient de terminer un programme, l'équipe d'évangélistes, où on offrait un téléphone gratuitement à ceux qui, en échange, faisaient un port de leur application HTML5. Donc, ce programme-là est terminé, mais c'est le deuxième. Il n'y a rien qui dit qu'il n'y en aura pas un troisième éventuellement. Donc, c'est quand même un téléphone gratuit. Tu prends 2-3 heures à porter ton téléphone, puis tu as un téléphone gratuit. Puis magnifique orange. Oui, moi j'aime beaucoup l'orange. Tu sais que j'aime les choses qui flashent. Donc l'orange était très bien pour moi. Ouais, c'est une couleur qui est unique là, je pense. J'ai pas vu ça ailleurs. Là. Ouais, c'est l'orange Mozilla. Donc là, toi, si on revient un peu sur toi, qu'est-ce que tu fais comme métier chez Mozilla? Oui. Principalement, donc soit t'es localisé à Montréal, mais tu fais beaucoup de choses remote avec des développeurs, donc à distance. Ou tu te promènes et tu vas soit dans des conférences, j'imagine que c'est plus des conférences ou des groupes d'utilisateurs. Mais ces temps-ci, c'est surtout des workshops. Donc c'est vraiment une journée où on s'assoit avec les développeurs, on fait peut-être une ou deux petites présentations au début, mais le but c'est vraiment de donner du temps aux gens, de développer des applications et d'avoir accès aux experts, d'avoir accès aux gens. Par exemple à Mexico, donc c'est ça, c'est un workshop, c'est une journée, on a fait une annonce, on a dit aux gens, aux développeurs au Mexique, ceux qui veulent développer l'application Firefox OS, venez faire un tour, workshop gratuit. Vous allez avoir des gens de Mozilla qui travaillent avec Firefox OS qui vont être là pour vous aider. Donc, si les gens ont des questions, les gens vont développer leur application puis on va être là pour les aider. Donc, ça, c'est surtout les trucs que je fais ces temps-ci. Ouais. Mais mon travail, là, c'est vraiment d'aider les développeurs à créer leur application pour Firefox OS. Donc, tu parlais tantôt, Guy, s'il y avait des gens à Montréal là, qui développaient, gênez-vous pas, faites-moi un signe. Moi, je suis là pour aider les gens. Là, en fait, c'est de signaler votre intérêt. Ça qui est intéressant. Donc, si vous avez un intérêt, puis vous commencez un petit peu, vous avez développé, je pense que c'est important de signaler votre intérêt à Fred là pour. Oui, puis je suis là pour aider. Puis ce qui est intéressant, c'est que je suis pas tout seul à Montréal. C'est-à-dire que je suis seul d'évangéliste à Montréal. Mais par exemple, là 2 semaines ou 3 semaines, il y avait un hackathon à Montréal qui était organisé par des bénévoles qui eux autres trouvent juste ça fantastique Firefox OS. Donc il y a un intérêt dans la communauté de Montréal, même si on n'a pas de téléphone. Qui sont spécifiquement disponibles au Canada. Tu avais des blogs aussi. Est-ce que tu continues encore à écrire à mettre à jour ces carnets-là avec où le travail fait en sorte que là tu peux moins? Ou... Non, je blogue plus. Plus, oui. J'ai mon blog personnel outofcomfortzone.net qui est pas nécessairement un blog techno. Donc de temps, je dirais qu'il est
peut-être moins un blog techno que n'importe quel autre blog, vu que pour le travail, je blogue plus technique. Mon blog outofcomfortzone.net est vraiment plus personnel, donc des fois ça va ressembler à l'équivalent d'un tweet, mais des fois ça va être un blog plus long sur une opinion que je veux partager avec les gens. Je fais environ un blog post par jour sur mon blog, mais j'aime beaucoup, je l'ai inclus dans ma journée de travail. OK. Ben écoute, Frédéric, on te remercie. Moi, j'ai une dernière question pour vas-y. Fred. M'accorde-toi. Fred, le renard, là, qu'est-ce qu'il dit? Pour ceux qui se Moi, demandent je ce qui vous se passe, regarde, là, puis je sais pas de quoi vous parlez, là. pour ceux qui se demandent ce qui se passe, là, allez faire un tour sur Internet, sur YouTube, là, puis tapez What Does the Fox Says. Ah ouais? Et c'est une vidéo qui a été très populaire cet été. Puis faut que tu ailles voir ça, Mario. Là, c'est assez hallucinant. Je manque quelque chose? Ah oui, tu manques absolument quelque chose. Ah, c'est ça. Mais c'est tellement drôle, cette vidéo-là, puis c'est pas du tout relié à Mozilla ou à Firefox, mais on se l'est un peu approprié chez Mozilla. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas la vidéo, mais moi, je la trouve très drôle. Et Guy aussi, je crois qu'elle la trouve très drôle, parce que quand j'étais au Mozilla Summit, j'ai pris une photo avec un genre de casque de Firefox, et je trouvais la photo bien drôle, puis Guy en a fait un mémé en faisant What Does the Fox Say. Faut que tu ailles voir la vidéo pour comprendre ce qui s'est passé. Là. Ouais, mais allez faire un tour sur On va YouTube. inviter nos auditeurs aussi à aller voir la vidéo. Ben, on te remercie encore une fois. Oui, merci Puis, Fred. Ça fait plaisir. nous, c'est les actualités. Donc, la pause et on revient avec toi, Guy. Les actualités avec Guy Barrette. Et des deux grosses nouvelles, la sortie de Windows 8.1 Ouais, t'as attendu, hein? est attendue, hein, finalement. Gros service pack. Ouais, ben là, moi, faut que je mette à jour j'ai une machine Windows 8, donc là, faut que je la mette à jour. Là. Je vais peut-être faire ça ce soir, peut-être. J'ai mis mon desktop, 2 laptops, une VM à jour. T'as-tu passé par le store? J'ai passé par le store, là. Tout va super bien. Ce qui est un petit peu plate, là, c'est qu'à tous les fois, ben, t'as un download de 3.5 gigas, là. Parce que si j'ai compris, puis là, c'est peut-être pas vrai, là, mais ce que j'ai compris, là, c'est que si tu downloads l'ISO, t'es pas nécessairement capable de faire l'update. C'est comme un clean install, là. Mais ISO, ça, faudrait... l'ISO, si tu fais une installation, comme si tu partais... Ouais, mais les versions précédentes, mais 7 ou avant, là, je pense qu'on pouvait faire, avec l'ISO, on pouvait faire un update. Mais je suis pas certain, là. Prenez pas ça pour du cash. C'est une mise à jour payante? J'ai pas regardé du tout. Non, pour ceux qui ont... Parce que j'ai travaillé chez Microsoft. Donc, là, Windows 8. Là, j'ai un Mac. C'est l'ordinateur de prédilection chez Mozilla, mais les gens sont toujours surpris parce que quand j'ouvre mon Mac, c'est Windows 8. C'est Windows 8 dessus. Fait que tu peux l'updater sans problème. Tu vas juste t'ouvres le store. Okay. Puis là, tu vas avoir un gros icône là, pour une mise à jour gratuite. Okay. Super. Puis peut-être un petit conseil après ça. Une fois que vous voyez que tout a bien fonctionné, qu'il n'y a pas eu de problème, mettons après une couple de semaines, là, vous voulez, c'est parce que l'ancien OS, le Windows 8, va prendre à peu près 6 gigas sur votre disque. Vous voulez le disque clean-up qui va vous permettre de l'effacer parce que sinon, si on essaie de l'effacer directement, même si on est admin, on n'a pas les droits là, finalement. Mais en passant par le disque clean-up, on récupère un petit peu d'espace. Donc pour le disque clean-up, tu vas juste au prompt, tu tapes... Disque clean-up, puis il y a un petit bouton là pour voir les fichiers... qui sont protégés là, ou quelque chose comme ça. Là. Fait que, comme ça, c'était la première grosse nouvelle. Puis la deuxième grosse nouvelle, ben, c'est la sortie finale de Visual Studio 2013. Oui. Fait que nouvel outil de développement. Je sais pas si il y a plein de choses qui t'excitent là-dedans, Mario? Dans 2013? Ouais. On voit que on voit l'excitation. Tu sautes sur la table ici là de joie. Ben regarde, il y a un paquet de fonctionnalités qu'ils ont rajouté là. Faut dire peut-être parce que nous autres on est tellement dans la boucle depuis longtemps. Puis donc quand ça arrive, ma tête est pas là. Je suis déjà moi pour ce qui s'en vient le prochain. Je pense que je vois 3 grands axes là. Le premier c'est le support pour développer des applications Windows 8.1 pour le store. Donc on peut pas le faire en 2012
On est obligé de prendre 2013. Beaucoup d'ajouts, de bonifications, puis d'améliorations au niveau du développement web. Ça, c'est, je pense, c'est l'aspect le plus, vraiment le plus important. C'est que là, au lieu d'avoir installé 25 tu sais, parce que là, quand fallait tu aller chercher sur le web, tu savais tout ce qu'il te fallait pour être, par exemple, faire quelque chose qui avait d'allure avec Web API, par exemple. Ouais, tout est packagé, là, puis on peut, quand tu pars quand un projet web, ben là, tu peux mettre du MVC, du webform, du ci, du ça. Ce qu'on appelle un seul aspect, ASP.NET, là. C'est ça. One to rule them all. To rule them all, ouais, c'est à peu près ça. Puis aussi des améliorations au niveau de ALM, évidemment. Mais il y a un outil que, d'ailleurs, c'est un bon ami à moi qui est le PM là-dessus, qui est, quand tu vas être maintenant dans ta fenêtre, finalement, ce qu'ils vont faire, c'est, ils vont venir te rajouter de l'information. Quand tu crées du code, tu vas avoir maintenant, un peu comme ça, on avait un peu des concepts de région, mais là, c'est une région sur stéroïdes, c'est-à-dire c'est toute l'information qui En fait, quand tu passes ta souris over là, sur le nom d'une méthode, par exemple, tu vas avoir un gros pop-up qui va te donner de l'information sur qui sont, par exemple, les 5 dernières personnes qui ont fait des check-in là-dessus, qu'est-ce qui a changé, l'historique un petit peu. Par contre, ils vont tirer parti finalement de ton serveur TFS. Ouais, mais c'est seulement avec la version Ultimate. Ouais, bon, c'est toujours ça le problème. Moi, j'oublie des fois que je travaille avec... C'est un petit peu plate, là, parce que ça aurait été le fun d'avoir au moins ça dans version Pro ou Premium, là, ou Premium Pro. Souvent, ce qui commence Ultimate finit un jour d'être dans les versions... Oui, absolument. Ça, parce que ça, je pense que ça va être un feature là, qui va redescendre. Moi, c'est le feature que je trouvais intéressant pour les développeurs, parce que c'est vraiment quelque chose... qui est difficile. Même tu sais, t'as toujours des tiers parties qui font des outils, par exemple de refactoring, mais là, c'est quelque chose qui est unique parce qu'il va chercher la puissance de ton serveur TFS pour te ramener une expérience d'utilisateur intéressante comme développeur. Ouais. Autre nouvelle, Intel sort sa nouvelle génération de processeurs Atom, qui le nom de code c'est B-Trail. Les processeurs B-Trail. Ce qu'on nous dit, c'est que cette génération-ci va être presque aussi puissante, sinon égale la génération des Core 3, des i3. Donc à moindre coût, puis aussi consommation d'électricité, etc. Puis Dell, par exemple, a annoncé sa première tablette sur ce processeur-là. 32 gigas d'espace là, sur une tablette 8.1, Windows 8.1, $300. Oui. Mais là, on voit les prix, là, vraiment les prix intéressants. Là, c'est inévitable. On va arriver un jour à la tablette à $99, mais je parle de tablette de qualité, parce qu'il y en a déjà à $59. Mais écoute, quand tu es rendu, là, tu sais que l'ancienne génération de la tablette de Amazon est $129. Mm-hmm. C'est pas cher, là. Puis écoute, c'est pas une tablette tout croche, là. C'est vraiment quelque chose. Parce que leur nouveau modèle, écoute, il est en haute résolution. Lui, il est à $200. Mais à $129, moi, je regarde ça, je dis, ils vont en vendre pour Noël, les autres, là. Oui, non, c'est clair. Parce que les gens oublient, mais Amazon ne parle pas fort. Ils n'ont jamais rien, mais des Kindle, ils en ont vendu. Ben oui. Vous savez que cette année, c'est la première année où est-ce qu'il y a plus de livres en Amérique du Nord. Là, je vais parler de marché américain. C'est pas vrai en Europe, c'est pas vrai encore même au Québec. Mais aux États-Unis, on vient cette année de typer le switch qu'il y a plus de livres électroniques qui se sont vendus que de livres papier. Mm-hmm. Et derrière ça, c'est la machine Amazon. Oui, non, c'est clair, Ouais. c'est clair. Donc, mais il rend tellement l'expérience facile et plaisante aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont des Kindle, là. Et tous les arbres qui nous remercient de leur prolongement de vie. Mario, je peux pas terminer sans parler d'une nouvelle. Ah ouais? Bon, c'est quoi? Ben là, Azure. Ah, pas une nouvelle sur Azure? Étonne-moi. Je pense à toutes les émissions, là. Guy MVP Azure. Donc, lui, il est au courant de ce qui se passe dans le monde Azure. Deux petites choses. Support maintenant pour Windows Server 2012 R2, donc qui est sorti ça fait pas très longtemps. Puis déjà des réductions de coûts sur certaines instances, surtout celles où il y a beaucoup de mémoire, donc des VM où il y a beaucoup de mémoire. On parle jusqu'à 22% de réduction là, de prix. Donc,
On voit qu'il y a deux joueurs importants là-dedans, puis Ils sont en compétition. Ils sont en compétition, puis qui bénéficient de ça? C'est vous et moi. Ah, mais le travail de Microsoft avec Windows Azure est hallucinant. Moi, ça a été Ouais. de loin ma plateforme préférée quand j'étais chez Microsoft. Et encore aujourd'hui, là, j'ai l'intention de transférer mon blog Mais sur quel Azure. beau compagnon à Firefox OS pour le back-end de Effectivement. l'application. Effectivement. C'est super facile. C'est facile avec avec l'aspect web, là. Ah oui, effectivement. Ah, Donc, peut-être une prochaine émission. On pourra parler du mariage. Frédéric, on te remercie encore. Merci à vous. Ça Guy, fait comme fun. toujours, des actualités. Là, écoute, t'avais des belles actualités, là. Ouais, mais l'été, là, c'est un petit peu c'est un peu plus... plus, c'est moins de Il y a des- choses. il y a des semaines où est-ce qu'il n'y a pas trop. Ben là, écoute, une semaine où tu as une nouvelle version de Windows puis une nouvelle version de Visual Studio, là, ça, c'est pas tous les semaines. là. Ben, nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on vous revoit mi-novembre. Comme je le disais, on fait une émission justement sur Microsoft et l'open source. Donc, ça va être encore, ça semble être comme le sujet du jour. C'est bon. Ouais. À la prochaine. Dis. Pop, 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 pop.